Les maîtres sont toujours des personnes dignes d'admiration. Peu importe leur domaine, ces personnes qui ont répété les mêmes actions des milliers de fois pour atteindre un tel niveau d'expertise forcent le respect. Au Japon, cette culture de la maîtrise est omniprésente. Il suffit de voir le chef Saito élever les sushis au rang d'art, les horlogers de chez Seiko assembler soigneusement leurs mouvements, ou le forgeron Sasuke créer des outils simples mais redoutablement efficaces. On le retrouve même dans leur divertissement. Le style le plus populaire de manga est le shonen, où bien souvent on suit un adolescent dont le seul but est de devenir le meilleur dans son domaine. Même si elle n'est pas complètement absente, cette tradition de la maîtrise est moins présente en Occident, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne nous serait pas utile. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment devenir un maître dans son domaine. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Concrètement, c'est quoi un maître? Voici comment le Larousse définit le terme. Un maître est une personne qui possède à un degré éminent un talent, un savoir, et qui est susceptible de faire école, d'être prise pour modèle. Bref, une personne qui a mis les efforts nécessaires pour devenir excellent dans son domaine. Des efforts, ça en demandera pas mal. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quels sont les avantages concrets d'être un maître dans son domaine? Voici les trois principaux. 1. Cela fait de vous quelqu'un de très précieux. La société a besoin de gens compétents, donc si vous devenez un réel expert, il est très probable que vous gagnez bien votre vie. En effet, si vous avez maîtrisé votre domaine, vous êtes capable de résoudre tous les problèmes, vous comprenez les situations mieux que quiconque et vous savez vous adapter facilement. Pour toutes ces compétences, les gens sont prêts à payer. Et ce sera encore plus important dans l'économie de demain où les jobs qui requièrent moins de compétences seront délégués aux machines. En effet, c'est même possible qu'un certain degré d'expertise soit nécessaire pour avoir un job dans le futur. 2. Cela vous donne une motivation folle. Le stade de maîtrise est agréable et excitant. Vous travaillez sans voir les heures passer, vous faites plus de découvertes, votre créativité est au maximum et vous êtes excellent à ce que vous faites. Cela rend l'expérience d'être un expert incroyablement motivante. Mais même le voyage vers ce stade de maîtrise est motivant. Cette même motivation qui manque chez la plupart des employés. Un sondage de l'année passée estime qu'environ 70% des travailleurs français ne se sentent pas très engagés dans leur travail. Cette différence de motivation vient de deux différents types d'approche du travail. D'un côté, on a l'approche de l'artisan, qui trouve son plaisir dans le travail lui-même, parce qu'il l'apprécie, le trouve intéressant ou le considère comme quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. De l'autre côté, on a l'approche de l'employé, qui trouve son plaisir dans ce que le travail va lui apporter. Argent, statut, voiture de société, etc. C'est donc une motivation extérieure. Les dernières recherches sur la motivation semblent montrer que la motivation intrinsèque est bien supérieure à la motivation extérieure. À travers cette recherche de l'excellence, certains trouvent donc plus qu'un travail, ils trouvent une vocation, ce qui leur donne une grande motivation ainsi qu'un réel sens à leur vie. 3. C'est un processus transformant. Quand vous vous engagez à devenir un maître à quelque chose, vous devez vous attendre à changer en tant qu'individu. À travers les efforts que vous allez faire, vous allez apprendre des compétences essentielles comme la discipline ou l'organisation. Au fur et à mesure, vous allez aussi gagner la confiance en soi inébranlable de celui qui sait qu'il est excellent à quelque chose. Aussi, en développant vos capacités dans un certain domaine, vous augmenterez votre compréhension de quelque chose de très spécifique. Ces nouvelles connaissances pourront ensuite être appliquées à d'autres choses, développant ainsi votre compréhension du monde. Toutes ces compétences annexes que vous allez apprendre vous feront grandir en tant qu'individu. Les avantages sont clairs et nets. Le problème, c'est qu'on vit dans une époque qui adore les raccourcis. De plus, certains rétorqueront que ça ne sert à rien d'essayer de devenir un maître dans son domaine, parce que c'est un niveau qui est réservé aux chanceux, aux génies innés et à ceux gâtés par la nature. C'est une bonne question d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde peut devenir un maître? Alors, est-ce que tout le monde peut devenir un maître? Il y a deux écoles sur la question. L'école de la loterie génétique, qui dit que les génies sont nés, et l'école des 10 000 heures, qui dit que les génies sont faits. Ah, la fameuse loi des 10 000 heures. Basée sur une étude de Anders Ericsson publiée en 1993 et popularisée par Malcolm Gladwell dans son livre Outliers, est enfin largement controversée car elle est liée à la question ancestrale qui de l'inné ou de l'acquis est le plus important pour définir ce que va devenir une personne. Si vous ne la connaissez pas, elle dit que n'importe qui possédant un minimum de talent peut devenir maître dans n'importe quel domaine en s'entraînant pendant 10 000 heures. Il y a en effet des arguments solides pour cette règle. En premier lieu, la fameuse étude d'Anders Ericsson, où l'on a vu que les meilleurs joueurs de violon d'une académie de musique avaient accumulé en moyenne 10 000 heures d'entraînement, contre seulement 8 000 pour les bons joueurs et même pas 5 000 pour les moins bons. Mais aussi les découvertes de John Hayes, professeur de psychologie qui a étudié les créatifs les plus talentueux de l'histoire pour déterminer combien de temps cela leur a pris de devenir des maîtres dans leur domaine. En étudiant plus spécifiquement les meilleurs compositeurs, il a découvert qu'il leur a tous fallu plus de 10 ans pour sortir leur chef-d'œuvre.
Ou encore, les résultats d'une étude sur les joueurs d'échecs menée par Herbert Simon et William Chase, qui ont trouvé qu'il n'existe pas d'experts instantanés aux échecs. Il n'y a aucun cas de personne ayant atteint les niveaux les plus avancés sans une dizaine d'années de jeu ou traduit en heures entre 10 000 et 50 000 heures. Cependant, il y a aussi une série de contre-arguments qui valent la peine d'être pris en compte. En particulier, il y a plusieurs études qui montrent que l'entraînement n'explique pas tout. Pour aller plus vite, on va regarder immédiatement les résultats d'une méta-analyse qui regroupe 88 études sur le sujet. Selon cette méta-analyse, l'entraînement explique 26% de la différence de performance pour les jeux, 21% pour la musique, 18% pour les sports et moins d'1% pour les professions. D'un côté, c'est une très grande partie de la différence de performance qui est expliquée. Clairement, l'entraînement est très important. Peut-être même plus que n'importe quelle autre variable seule. Mais en même temps, l'entraînement n'est pas la seule variable importante, contrairement à ce que certains disent. La majorité de la différence est toujours inexpliquée. Et ça, c'est un réel problème de la loi des 10 000 heures. Elle promet que quiconque peut devenir le meilleur dans n'importe quel domaine s'il est prêt à travailler. Cependant, il est impossible de minimiser d'autres facteurs comme l'âge auquel la personne commence. Plus on commence jeune et plus ce sera facile. Le corps avec lequel la personne est née. Il y a une raison pour laquelle les meilleurs athlètes dans leur sport ont tendance à partager certaines caractéristiques communes. L'excellente vue au baseball, la grande taille au basket ou les longs tendons d'Achille au saut en hauteur. Ce n'est pas un facteur exclusif, mais il joue un rôle important. Enfin, la génétique de la personne. Et je ne parle pas que de caractéristiques physiques, comme la vue ou la taille. Je parle aussi de capacités mentales. Vos gènes ont un impact sur votre mémoire court terme, votre vitesse de traitement des informations, et même votre détermination et votre envie de vous entraîner. Dans les dernières décennies, les généticiens comportementaux ont découvert que nos gènes influencent presque tout notre être humain. Au final, c'est quoi le plus important pour devenir le meilleur dans son domaine? Talent ou travail? Au vu des informations que je vous ai présentées jusqu'ici, la réponse est très probablement les deux. Les deux ont un impact certain sur votre potentiel, et ce que vous allez faire de cette information dépend de vos ambitions. Si vous voulez devenir le meilleur mondial, si vous voulez faire partie du 1% des meilleurs dans votre domaine, alors vous allez avoir besoin de beaucoup d'entraînement, et de vous diriger vers un domaine où vous avez du talent naturel. Si vous voulez seulement, entre guillemets, faire partie des meilleurs, être dans les 10% les plus compétents dans votre domaine, alors une grande quantité de travail pourrait bien être suffisante, même si vous n'êtes pas le plus talentueux à la base. Tout le monde n'a pas besoin d'être le meilleur. Les bénéfices que l'on a vus plus tôt s'appliquent à ceux qui sont parmi les meilleurs. Ce niveau est donc suffisant pour la plupart d'entre nous. Du coup, pour répondre à la question posée plus tôt, est-ce que tout le monde peut devenir un maître dans son domaine? La réponse est oui, mais ça n'exclut pas le fait que certains le deviendront plus vite que d'autres, que certains auront plus de facilité ou que certains seront simplement meilleurs que d'autres. Maintenant que nous avons répondu à cette question essentielle, voyons comment chacun peut devenir un maître dans son domaine. Bon, vous avez sûrement deviné, maintenant on va parler d'entraînement. Mais pas n'importe quel type d'entraînement. La qualité de l'entraînement compte autant que la quantité. En effet, si vous répétez sans cesse les mêmes erreurs, vous n'allez pas vous améliorer. Vous deviendrez simplement moins bon. Ce n'est pas la répétition bête et méchante qui vous rend meilleur dans ce que vous faites, mais l'ajustement continu de votre exécution. Et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'entraînement délibéré. Il y a 3 éléments essentiels qui séparent l'entraînement délibéré d'un entraînement classique. 1. Il est systématique. La méthode est simple. Chaque compétence peut être divisée en sous-compétences. Une session d'entraînement sera dédiée à améliorer une sous-compétence. Lorsqu'une sous-compétence est maîtrisée, on passe à la suivante. On commence par les fondamentaux, puis on va vers les avancées. En concret, ça donne apprendre à bien parler en public, c'est articuler, gérer sa voix, avoir du contenu, s'adapter au public, maîtriser son attitude, etc., etc. On peut commencer par apprendre à bien articuler, puis dès qu'on est bon là-dedans, on passe à la gestion de la voix, et ainsi de suite. 2. Il requiert une concentration intense. Le contenu de ce type d'entraînement doit se trouver à la limite de vos compétences actuelles, juste en dehors de votre zone de confort. Vu que ce n'est pas ce que vous savez déjà faire, une grande concentration est essentielle. Les distractions, autant physiques que digitales, sont donc à bannir de vos sessions d'entraînement. C'est ce qui sépare les activités en mode automatique, comme conduire, d'un réel entraînement. 3. Il a un système de feedback. Avoir du feedback fréquent sur base duquel vous pouvez ajuster votre entraînement est important. L'idéal est d'avoir un coach compétent qui vous suit. Si ce n'est pas une option, trouvez une variable pour mesurer l'évolution de vos performances. Par exemple, combien de coups francs marqués sur une session de 100 essais. Enfin, vous pouvez aussi vous auto-évaluer ou demander du feedback à vos proches. Est-ce que le concept d'entraînement délibéré s'applique aussi aux professions? Parce que si vous avez été attentif, vous avez remarqué que la méta-analyse vue plus tôt montre que l'entraînement explique seulement 1% de la différence de performance dans les professions. Cela vient très certainement du fait que les professions sont bien plus complexes que des compétences isolées. Mais au final, c'est le même principe. Les professions ne sont jamais qu'un amalgame de plusieurs compétences isolées. Le problème avec les professions, c'est qu'on ne laisse aucun temps pour s'améliorer. On doit toujours travailler sur quelque chose. Il y a des deadlines par-ci, des projets par-là. On est sans cesse dans ce que Eduardo Briceño appelle la zone de performance. Dans la zone de performance, le but est de maximiser la qualité de nos performances maintenant.
Du coup, on se concentre sur ce que l'on a maîtrisé pour diminuer au maximum les erreurs. C'est un environnement peu propice à l'apprentissage, mais c'est tout à fait normal. C'est tout le contraire de la zone d'apprentissage. Dans la zone d'apprentissage, on se concentre sur ce que l'on n'a pas encore maîtrisé. On est autorisé à faire des erreurs, desquelles on pourra apprendre dans le but de s'améliorer dans notre travail, et par conséquent d'améliorer nos performances futures. Et c'est dans cette zone que l'on met l'entraînement délibéré. Pour devenir expert dans son domaine, il est nécessaire de passer du temps dans les deux zones. C'est plutôt simple à faire en tant qu'artiste, freelance, entrepreneur, indépendant, car vous contrôlez votre emploi du temps. Ça peut être plus compliqué en tant qu'employé, mais ce n'est pas impossible. Il faut convaincre votre boss de l'utilité pour son entreprise que vous ayez des périodes pour apprendre. À 10, vous devenez meilleur à votre job, donc plus productif, donc un meilleur élément et plus d'argent au final. Bref, l'entraînement délibéré est un outil puissant. Même si, comme on l'a vu plus tôt, la génétique influence vos performances, influencer ne veut pas dire déterminer. Vos gènes vous donnent des opportunités, ils ne déterminent pas votre destinée. C'est comme un jeu de cartes. Vous avez plus d'opportunités si on vous donne une bonne main, mais vous devez quand même bien la jouer si vous voulez gagner. L'entraînement, c'est apprendre à bien jouer ses cartes, peu importe la main qu'on vous a donnée. Pour conclure cette longue vidéo, je vais simplement citer une partie de l'introduction du livre Mastery de Robert Greene, car il dit, mieux que je ne pourrais jamais le dire, ce que je pense sur le sujet. Dans le passé, seules quelques personnalités d'élite ou dotées d'une énergie presque surhumaine pouvaient s'engager dans la carrière de leur choix et parvenir à la maîtrise. Il fallait naître dans une famille de militaires ou de responsables politiques, être choisi parmi ceux de la bonne classe. S'ils faisaient preuve de talent et de motivation pour ce type d'activité, c'était en général une simple coïncidence. Des millions de gens qui ne faisaient pas partie de la bonne classe sociale, du bon sexe et du bon groupe ethnique étaient rigoureusement empêchés de répondre à l'appel de leur vocation. Et même pour ceux qui voulaient poursuivre leur inclination, l'accès aux informations et connaissances relatives à un domaine donné était contrôlé par les élites. C'est pourquoi il y avait si peu de grands maîtres dans le passé et qu'ils se distinguaient de façon si éclatante. Toutefois, ces barrières politiques et sociales ont pour la plupart disparu. Aujourd'hui, on a le genre d'accès à l'information et la connaissance dont les maîtres du passé ne pouvaient que rêver. Plus que jamais, on a la capacité et la liberté de suivre notre inclination unique. Il est temps de démystifier et de dérarifier le concept de génie. Nous sommes tous plus proches que nous le croyons de ce type d'intelligence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime. Le sujet était assez complexe et je voulais l'aborder avec le plus de nuances possible, d'où la longueur de la vidéo. Si vous voulez un PDF qui résume complètement cette vidéo, vous pouvez regarder dans la description. À partir de maintenant, il y aura ce PDF pour chacune de mes nouvelles vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.